Qui vient s'asseoir aujourd'hui sur le canapé de Destin Lorrain? Un militant, un père, un homme en mission déterminée, une énergie tournée vers les autres. Depuis plus de 30 ans, il se bat pour faire entendre la voix des familles confrontées à des maladies rares, irréversibles et dévastatrices. Il a fédéré, construit, mobilisé pour transformer l'impuissance en action, la souffrance en combat. C'est un Destin Lorrain. Bonjour Guy Alba. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Votre parcours force le respect. Vous êtes à la tête d'une association, l'une des plus connues dans la lutte contre les leucodystrophies, ELA, que vous avez fondée en 1992, présente aujourd'hui dans 7 pays en Europe. Une association que vous avez créée à Nancy et qui est née d'un choc personnel. Vous pouvez nous expliquer, nous raconter? Oui, mais c'est en fait un diagnostic sur l'un de mes enfants, donc Lucas, mon garçon qui avait 6 ans, on apprend qu'il est porteur de la même maladie que son cousin, qui venait de développer il y a quelques mois plus tôt, une maladie au nom barbare, vous l'avez dit, leucodystrophie, on avait du mal à le prononcer. Mais alors la maladie elle-même, elle était bien plus barbare encore, puisque Gauthier, en moins de 6 mois, est passé du stade bien portant, en pleine forme, il avait 9 ans, au stade végétatif, donc perte de toutes les fonctions. Et donc cette information effrayante pour des parents. On a essayé on ne savait pas exactement combien de temps on aurait. Peut-être qu'il allait développer la même chose 1 an plus tard, peut-être pas. Il fallait faire quelque chose. Donc il y a une méconnaissance sur la maladie, vous êtes confronté, vous connaissez à peine, on vous donne quelques informations. Vous dites quoi à ce moment-là? Je me dis que tant qu'il est là, qu'il est en forme, on va bien trouver quelqu'un quelque part dans le monde, s'il faut, pour le soigner, pour empêcher que cette maladie démarre. Voilà. Encore une fois, et donc c'est ce qu'on a fait. On a été d'abord à Paris, on a été dans d'autres capitales européennes, voir des spécialistes. On a été aux États-Unis, rencontrer des spécialistes également, pour finalement se rendre compte que cette maladie était incurable et qu'on ne savait pas quoi faire, quoi. Et là, vous dites, je vais m'engager, mais alors pas tout de suite. Comment votre vie bascule? Vous êtes professeur d'EPS à l'époque. Ouais. Comment vous vous dites... il faut que je m'engage, il faut que j'ai aucun doute sur le fait qu'il fallait que je fasse quelque chose de ma vie, qui soit différente de celle qui était magnifique, mais qui n'était plus la même, puisqu'il y avait ce diagnostic, cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Donc on a été voir nos proches, nos amis, et on a créé une association qui s'appelle ELA, avec l'idée qu'il faudrait certainement l'élargir au-delà de la France, et le E de ELA, c'est bien européenne. On avait déjà cette envie-là, et on l'a bien fait, puisque c'est ce qui s'est passé finalement. Donc en 92, vous fondez l'association ELA, mais vous n'avez ni fonds, ni réseau, ni expérience du milieu associatif. Comment vous faites ? On a tous des réseaux. Moi, je suis un enfant de Jeuf. J'ai joué, comme tous les garçons de mon âge, au football. Il s'avère que j'étais de la même génération que Michel Platini, que tout le monde connaît. Donc, la première personne que j'ai contactée, au-delà de mon cercle et des amis qui ont été vraiment très utiles, c'est lui, voilà. Et puis finalement, on a démarré des actions grâce à ce cercle d'amis, et qu'on a on a imaginé des choses qui nous ressemblent. C'est-à-dire, on n'est pas allé à l'autre bout du monde, on n'a pas inventé des trucs, on n'a pas créé des concepts totalement nouveaux. Alors, les actions, 94, mettez basket, tout le monde connaît aujourd'hui, mais à l'époque, c'est vraiment né à Nancy. Aujourd'hui, c'est dans toute la France. À l'époque, il y avait moins de basket, mais moi, j'étais prof de PS. Ouais. Donc je suis allé là dans la maison que je connais le mieux, c'est-à-dire l'Éducation nationale. J'ai demandé à mes copains profs de sport de tester, et c'est la Lorraine, et c'est en Lorraine, et c'est même à Nancy qu'on a testé la campagne Mettez Basket pour la première fois. Donc effectivement, la Lorraine est là où on vit finalement. C'était notre laboratoire pour ELA, pour tester des choses nouvelles, et si ça fonctionnait, d'essayer de le diffuser, de le dupliquer dans toute la France, et pourquoi pas au-delà. Alors vous parliez de Michel Platini, qui va être un des premiers parrains, mais son père, je crois, c'est Aldo Platini, qui va vous faire rencontrer quelqu'un qui va être très important dans l'association. Oui, c'est sûr. Mais là, vous parlez de... Zinedine Zidane. Bien sûr, de Zidane. Ouais. Mais en fait, c'est pas tout à fait ça, puisque j'ai écrit un courrier à Michel. C'est un courrier à Michel pour le transmettre à Zizou, et c'est lui qui a fait le job. Aldo, moi, c'était un peu mon deuxième père,
puisqu'il nous a entraînés quand on était gamin à Joffre. Ouais. Je le retrouve à Nancy, moi j'habite Nancy, ouais. Et donc on allait au foot ensemble, on allait à Pico ensemble. Donc non, c'est... Et Aldo a été déterminant aussi, parce qu'il m'a accompagné partout. Et donc, il va vous permettre de rencontrer Zinedine Zidane, qui va devenir le parrain emblématique de votre association. Racontez-nous votre première rencontre. Bah, je pars à Turin, donc suite au courrier, Zizou appelle à Ayla. Et finalement, on se parle, on se donne rendez-vous à Turin à la veille d'un match. Hein, et puis, je pars en voiture avec Aldo. Voilà, Aldo Platini. Et c'est la première, les joueurs de la Juve étaient ouverts dans un grand hôtel de Turin. Bon, bref. Et pendant la conversation, pendant 1 heure, ils ont parlé du foot. Je les ai laissés parler, en fait. Je les ai regardés, mi-admiratifs, puis j'ai bouillonné quand même, parce que moi, je venais pour autre chose. N'empêche que c'était très agréable quand même de les écouter parler. Aldo parlait de l'aventure de Michel. C'était la première année de Zizou à Turin. C'était pas terrible la première année. Il a eu un peu de mal aussi, comme Michel d'ailleurs. Donc Aldo était là pour lui dire « T'inquiète pas, mon petit gars, ça va bien se passer. » Il avait raison. Et après, j'ai pu exposer ma liste de courses, parce que moi, j'étais assez impatient. Vous lui dites quoi? Je lui dis qu'on a besoin de vous. Je ne sais pas si je le tutoyais ou le voyais, je ne me rappelle plus. Et il vous dit quoi? Il comprend tout de suite l'urgence, le besoin? S'il a accepté le rendez-vous, c'est qu'il était assez d'accord pour nous aider, mais on ne savait pas comment. Il ne savait pas comment. Sauf que moi, je savais que j'avais besoin de son image et de l'utiliser au maximum. Et il a fini par accepter. Il avait peur des micros, il n'aimait pas les caméras. Mais la première action qu'il a menée, on la voit à l'antenne, c'est l'action qu'on a menée le 13 octobre 2000 à Nancy. Ouais. Et c'était un sacré coup de chaud, parce que tous les médias étaient là. Ouais. Donc voilà. Et il va revenir très régulièrement à Nancy, il va vous aider. Je crois que même il y a eu aussi un projet avec un pied en cristal. Ouais, de Baccarat. Oui, de Baccarat. Oui, c'est en fait son pied. C'est son pied qui a été moulé par les meilleurs ouvriers de Baccarat. Ouais. On l'a fait à Madrid et le résultat, on le voit. C'est une pièce magnifique qu'on a évidemment vendue à plusieurs exemplaires. C'était une série limitée. Ouais. Et c'est chouette, quoi. Voilà. Alors Zidane est resté fidèle à Ayla jusqu'à aujourd'hui, tout comme Florent Pagny. Il y en a eu d'autres, hein, des artistes, des sportifs, des auteurs aussi. Vous avez su fédérer des parrains d'une vraie générosité. Qu'est-ce qui, selon vous, les touche dans votre combat? Je pense que c'est l'authenticité de combat des parents. Je veux dire, la première chose qu'on a fait, quels que soient les parrains d'ailleurs, on leur a présenté des familles et des enfants. Et ils se sont bien rendus compte que nous, on ne trichait pas avec ça. Je veux dire, un parent ne triche pas avec la vie de son enfant, c'est pas possible. Donc, je pense que ça a joué énormément. Après, il fallait savoir, être suffisamment professionnel. Donc, il faut allier à la fois garder cette force et cette énergie que les parents ont tous pour sauver leurs gamins, et puis le côté très professionnel de la structure est là aujourd'hui. Ouais. Alors, il y a aussi les dictées d'Ayla, je voudrais qu'on en parle, c'est un moment unique aussi dans des milliers d'établissements aujourd'hui en France. Pendant une matinée, les élèves, les enseignants, les personnalités se rassemblent autour d'un texte pour sensibiliser à la maladie. Pourquoi ce choix de l'école comme vecteur de mobilisation? Parce que c'est le plus beau vecteur, parce que tous les gamins sont généreux et il faut les mettre en condition et en situation de l'être. Et je pense que cette opération nous a permis d'avoir un temps d'échange. On a commencé par les jambes et là on repasse à la tête, si vous voulez, parce que la dictée, on ne l'a pas fait tout de suite. On a d'abord fait Mettez basket. Il fallait foncer. Ouais. Mais après on s'est dit, bon, ça serait quand même bien de prendre le temps de réfléchir avec les enfants. Et la dictée était un prétexte, finalement, un texte. D'ailleurs, le premier, c'était un Lorrain, c'est Philippe Claudel qui l'a écrit. C'est un prétexte pour parler des choses de fond, parler de la différence, du handicap, et de tout ce qu'on peut faire en termes de solidarité. Et donc, c'est encore une fois une opération assez géniale, je trouve. Alors, on connaît vos campagnes, vos événements, moins le quotidien d'Ayla. Alors, au-delà de la médiatisation, vous accompagnez concrètement les familles avec des psychologues, des assistantes sociales, des aides techniques, des séjours. C'est aussi ça, Ayla? Non, c'est d'abord ça. C'est la partie qu'on ne voit pas. C'est d'abord ça. Simplement, les événements, la communication, c'est extrêmement important lorsque vous avez des maladies confidentielles
où l'anonymat est le plus pesant qu'on peut imaginer sur ces maladies-là. Il faut sortir, vous ne pouvez pas rester entre vous, il faut tisser des liens, il faut augmenter la force, la petite armée de bénévoles qui vont soutenir ces familles-là. Et après, moi je dirais qu'il n'y a pas de limite pour aider les familles, parce qu'elles sont dans une situation de désarroi si importante que tout ce qu'on peut faire ne sera jamais assez. 30 ans de combat. Et là, un bilan, c'est bien sûr, donc vous en parliez de l'accompagnement, mais aussi des programmes de recherche, plus de 500, 50 millions investis dans ces programmes, des résultats. Oui, bien sûr, des résultats. Les premiers résultats de thérapie génique sur de leukodystrophie. Ce qui nous permet aujourd'hui d'ailleurs de dire qu'il y a un traitement. Maintenant, il faut qu'on dépiste les enfants à la naissance. On ne l'a pas encore, ça. C'est un combat devant nous, là, dans les prochains mois. Pour que les traitements puissent être efficaces, il faut qu'ils soient donnés très tôt, avant même l'apparition des symptômes. Le dépistage à la naissance permet ça. Et le combat continue, bien sûr. Oui, parce que quand moi j'ai démarré, là, il y avait peut-être 4 ou 5 leukodystrophies identifiées, ça ne veut pas dire traitées. Hein. Aujourd'hui, on en a plus de 40. Donc, vous voyez, on a encore un peu de taf quand même, oui, c'est sûr. Je le disais, plus de 30 ans que vous êtes engagé, Guy. Après toutes ces années, d'où vous vient cette énergie qui ne faiblit jamais? Les enfants. Ces enfants malades, ils méritent qu'on les soutienne et qu'on ne se repose pas, quoi. Je veux dire, c'est juste intolérable. Il y a beaucoup de choses dans la vie qui sont intolérables, mais celle-là en est une injustice majeure qu'il faut corriger, autant qu'on peut. Une dernière question, on l'a évoqué tout à l'heure. Comment va celui qui est à l'origine de votre combat, Lucas, votre fils? Lucas, déjà, n'a pas développé, on avait très très peur qu'il développe la même forme, on va dire, inflammatoire que son cousin qui en est mort, malheureusement. Et il a grandi jusqu'à 20 ans sans problème. Il a fini ses études d'ingénieur, donc il est ingénieur aéronautique aujourd'hui sur le papier, puisqu'il ne peut plus travailler. Il est lourdement handicapé, mais il a toute sa tête et on passe de super bons moments ensemble. Merci beaucoup, Guy Alba. Merci pour votre engagement. Merci d'avoir témoigné dans Destin Lorrain. Et je précise bien sûr qu'il existe un site internet de l'association ELA sur lequel vous pouvez vous rendre et bien sûr faire des dons. Merci encore et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un autre Destin Lorrain.